watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre l'histoire Justin Baldoni, Blake Lively. Désolée, c'est encore en voix off. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, ça changera rien. Mais dimanche, vous verrez ma tête normalement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est scène intime sur le tournage de Jamais plus. Donc je vais vous lire la déposition de Andrea Ange Gianetti, qui est donc cadre chez Sony et qui était présente sur le tournage de Jamais plus. Donc je vais vous lire sa déposition parce que c'est auprès d'elle que sont venus se plaindre Blake Lively, Jenny Slate, tout ça. Son avis donc sur la question, ce qui s'est passé. Et pour rappel, elle est également présente lors de la réunion chez Blake et Ryan, où Ryan a hurlé sur Justin. La réunion a duré 5 heures. Donc voilà, on parle de cette femme-là. Donc je vais vous lire sa déposition. Ensuite, je vais vous parler de ses notes sur le script et après on parlera un petit peu, si vous voulez, du coup du souci par rapport à Blake Lively et le film, du coup, et le côté sensuel et sexy du film, etc. Voilà, bon c'est parti. Alors, vous avez mentionné un incident dans la loge. Oui, que s'est-il passé ? On m'a dit que Jimmy avait une altercation avec Madame Lively. Il a frappé à sa porte et a entendu entrer. Il est entré, mais Madame Lively n'a pas dit entrer, alors elle a été surprise. Ensuite, je crois, je peux me tromper, qu'elle était en train de... Je ne sais plus si elle se faisait démaquiller ou si elle allaitait. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'elle lui a dit qu'il pouvait rester. Bref, il y a eu un malentendu et elle a clairement fait comprendre qu'elle était mal à l'aise. J'ai trouvé que c'était un peu informel, un peu décousu. Elle voulait qu'on en parle. On a eu une réunion à la fin de la journée dans sa loge. Elle m'a aussi demandé mon aide pour virer la première assistante réalisatrice. Je crois qu'Alex Sachs pensait qu'il y avait un problème avec cette assistante réalisatrice. Vous a-t-elle dit qu'elle voulait déposer une plainte auprès des ressources humaines de Sony ? Elle n'a pas utilisé le mot ressources humaines. Je ne me souviens pas qu'elle ait utilisé le mot ressources humaines. Elle était très contrariée à propos du Covid et pensait que les protocoles sanitaires n'étaient pas respectés. Elle voulait que Sony s'en mêle. Et j'ai dit, nous ne gérons pas le film. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a parlé de leurs inquiétudes concernant Monsieur Baldoni ou Monsieur Hiss ? Définissez inquiétude. Il y a beaucoup de plaintes sur un plateau. Il y a beaucoup de personnalités. Probablement Alex Sachs. La principale préoccupation d'Alex Sachs était qu'elle se sentait mise à l'écart. Elle avait l'habitude de gérer, de produire ses propres shows. Elle a été embauchée pour celui-ci et elle avait le sentiment que ce n'était pas son plateau à gérer, du moins d'après ce que je sais. Donc ça reprend exactement tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Bon, vous voyez que même elle comprend pas si Blake elle allaitait ou si elle était à moitié nue, puisque de toute façon on a 3 versions différentes. Et Alex Sachs, donc comme je vous ai déjà parlé d'elle, qu'on avait compris à travers sa déposition que bon, elle voulait diriger le film, ni plus ni moins. Voilà, elle voulait que Justin y dégage. Donc là, elle explique que voilà, il y a également Alex Sachs qui s'est plaint auprès d'elle. Et là, on apprend donc, on le savait déjà si vous avez suivi mes vidéos, mais que Blake a bien fait virer la première assistante réalisatrice. C'est ballot quand même pour quelqu'un qui arrête pas de clamer depuis le début que Justin est un gros problème parce qu'il n'écoute pas les femmes, alors qu'il se prétend féministe, alors que elle, voilà, vous vous rappelez les échanges de textos avec Jenny Slate, avec Isabella Ferrer et Colin, les femmes, mais par contre là, pour faire virer une femme, il n'y a pas de problème. Bon, je poursuis. Est-ce que Jenny Slate a parlé ? Jenny Slate, rappelez-vous, c'est donc celle qui joue Alyssa dans le film Jamais plus. Et là, donc, il y a Andrea qui répond « Je vais vous raconter la conversation avec le manager de Jenny Slate. Son manager m'a appelé et de façon très générale m'a demandé « Que se passe-t-il sur ce plateau ?» Elle n'est entrée dans aucun détail. Elle a juste dit « Que se passe-t-il ?» Et elle a laissé entendre que Jenny et Blake étaient inquiètes. Elle ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait et moi j'ai dit que Jenny m'appelle, elle peut m'appeler directement. Et elle m'a appelé le soir même. Je me souviens qu'elle était mal à l'aise sur le plateau, qu'elle parlait de nombreuses inquiétudes de Blake. Jenny avait déjà entendu le commentaire « sexy » et l'atmosphère était tendue. Vous savez, on sentait la tension sur le plateau. Honnêtement, elle était très confuse et indécise. Et ce dont je me souviens précisément, c'est d'avoir demandé à la fin « Tu me demandes de faire quelque chose ?» Et elle a répondu « Non, mon agent m'a dit de t'appeler. » Et après avoir entendu mesdames Slate et Lively, qui étaient mal à l'aise,
Vous n'avez pas senti que vous deviez faire quelque chose, qu'on vous le demande ou non? Jenny Slate m'a dit que le réalisateur lui avait dit qu'elle était canon en costume. Non, je ne pensais pas qu'il fallait en parler aux ressources humaines. Et la plupart des préoccupations de Blake concernaient la gestion du plateau, son inexpérience, la première assistante réalisatrice, le Covid, et il y avait aussi l'incident de la vidéo, la caravane. Mais non, je ne pensais pas... Enfin, j'ai trouvé ça lamentable. Et ces incidents à eux seuls ne justifiaient pas de contacter les ressources humaines pour un film que nous cofinancions et distribuions. Combien de femmes sur un plateau doivent se sentir mal à l'aise avant que vous estimiez que cela justifie de contacter les ressources humaines? Elle ne l'aimait pas. Que voulez-vous dire par là? Elle ne l'aimait pas. Elle au pluriel. Vous avez donc ignoré leurs opinions à son sujet? J'ai parlé de 3 incidents. Vous pouvez me poser la question 100 fois. Je vais vous répéter les 3 incidents dont j'ai connaissance. J'ai vu la vidéo de l'accouchement de la femme de Jamie, l'incident de la caravane. Nous avons une réunion dans la caravane. Le problème a été résolu. Et le réalisateur a qualifié Jenny Slate de canon devant 300 personnes sur le plateau. Voilà les 3 incidents. Non, je ne pensais pas qu'il y avait lieu d'appeler les ressources humaines. Elle me fait rire, on sent qu'elle est saoulée. À part le fait d'avoir appris l'existence de la vidéo grâce à Madame Lively et Monsieur Hiss, y a-t-il eu autre chose de votre côté concernant cette vidéo? Non, je ne crois pas, non. Avez-vous dit à Monsieur Hiss de ne plus faire ce genre de choses? Je crois que oui. Avez-vous informé quelqu'un des ressources humaines de Wayfarer que Monsieur Hiss avait montré à Madame Lively une vidéo de sa femme nue dans une baignoire en train d'accoucher? Non. J'ai cru à un malentendu. J'ai cru Jamie quand il a dit que Justin lui avait demandé de montrer la vidéo parce qu'il discutait de la scène de l'accouchement. Et je crois que lorsque Jamie lui a montré la vidéo, tout avait été préparé et c'était, enfin du moins je le crois, l'intention. Je pense que c'était juste une erreur. Wayfarer a-t-il accepté la liste des 17 points de Madame Lively? Vous savez, les 17 points qu'elle leur avait demandé après la grève des scénaristes, tout ça, sinon elle ne retournait pas travailler, ou elle exigeait qu'ils ne fassent plus ceci, qu'ils ne fassent plus cela, etc. Alors, Ange Andrea répond: je ne connais pas les termes exacts, mais oui, nous avons accepté ces mesures de protection afin qu'elle puisse reprendre le travail. Avez-vous discuté avec quelqu'un chez Wayfarer des raisons pour lesquelles ils ont accepté? Non, je savais pourquoi. Et pourquoi? Parce qu'une grosse somme d'argent avait été investie et que nous devions terminer le film, sinon c'était impossible de le sortir. Vous souvenez-vous avoir dit à Jamie Hiss que vous pensiez que Blake était une PUTAIN de terroriste? Oui. À ce moment-là, combien d'argent Sony avait-il investi dans le film? Eh bien, je crois que le budget initial était de 28 millions et quelques. Il nous restait 3 semaines et au moins 20 millions, si ce n'est plus. À ce moment-là, savez-vous combien Wayfarer avait investi dans le film? Plus de la moitié de ce montant. C'était bien plus que nous. Les efforts de Blake pour écrire le scénario s'intensifiaient-ils à ce moment-là? Intensifiés? Je ne me souviens pas. A-t-elle commencé à ajouter des lieux de tournage, des acteurs et des pages pour les 3 dernières semaines? J'en suis sûre, c'était le processus depuis le début. Je n'ai pas remarqué de changement notable concernant Blake sur le plateau avant et après la grève, si ce n'est qu'elle était plus heureuse et que nous avons bien travaillé. Cela donnait une impression de cohérence. La post-production, en revanche, était très incohérente. Donc là, c'est quand même important de noter que quand il lui demande l'avocat si Blake a commencé à réécrire le scénario, à faire des trucs et tout, elle précise bien que ça avait commencé depuis le tout début et pas quand elle est revenue travailler après la grève. Avez-vous bien compris qu'aucune procédure ressources humaines formelle n'avait encore été engagée comme indiqué dans la lettre contenant la liste des 17 points? Je n'ai jamais entendu parler de plainte concernant les ressources humaines. Blake Lively a-t-elle déposé une plainte auprès des ressources humaines de Sony? Pas à ma connaissance. Avez-vous des raisons de croire que Blake Lively a déposé une plainte auprès des ressources humaines de Wayfarer? Non. Quand il est écrit que les plaintes de notre cliente et d'autres personnes ont été transmises à plusieurs reprises et dûment documentées tout au long de la pré-production et du tournage, fermons les guillemets, qu'avez-vous compris? Qu'elle n'hésitait pas à exprimer son mécontentement. Aviez-vous vu des documents relatifs aux plaintes mentionnées par Madame Lively? Non. Aviez-vous vu des plaintes écrites de qui que ce soit d'autre sur le plateau? Non. Quelle a été la conclusion à laquelle Sony est parvenue concernant ce document? Accordez-lui les protections nécessaires. À un moment donné, avez-vous dit à Wayfarer, Jamie et Justin quelque chose comme « Écoutez, on va mener ce film à bien, on va lui donner ce qu'elle veut, on va faire ce film, on va le terminer, parce que la seule chose qui compte, c'est de faire ce film. » Oui, je l'ai souvent dit. Souvent? Souvent. Avez-vous été invité à une réunion en janvier 2024 chez Blake? Je crois avoir demandé cette réunion. Vous avez demandé cette réunion?
Je croyais que c'était une réunion par rapport au scénario. Est-ce que quelqu'un vous avait prévenu de ce qui vous attendait? Non. Mais Blake a dit, quand on a confirmé l'heure et le lieu, qu'elle voulait mettre les choses au clair au début. Et je me suis dit, super. Avez-vous été surprise parce que vous avez entendu à la réunion? Il parle du fameux jour où ils ont tous été chez Blake et Ryan dans leur penthouse et que Justin s'est fait engueuler pendant 5 heures par Ryan et qu'après il est sorti traumatisé. Donc avez-vous été surprise parce que vous avez entendu à la réunion? Très. Qu'est-ce qui vous a surprise? Beaucoup de choses m'ont surprise. J'étais surprise au début que Ryan participe à la réunion parce que je pensais qu'on allait parler du scénario et du planning. Et puis ils ont demandé au directeur de production de partir. C'était le directeur de production ou je ne sais pas. Puis elle a commencé à lire une liste de choses. C'était choquant. Pourquoi était-ce choquant? Je n'avais pas entendu parler de la plupart des choses sur la liste. Et je ne savais pas... Enfin, je n'étais pas préparée à ce genre de réunion. Et est-ce que quelqu'un s'adressait directement à Justin? Oui. Enfin, c'était adressé à toute la salle, mais oui, je pense que c'était surtout à Justin. Est-ce que Ryan Reynolds criait après Justin? C'était une réunion très longue, et il y a eu des moments, oui, où il a élevé la voix. Avez-vous eu de la peine pour Justin? Oui. Pourquoi? Je crois que ça a duré plus de 5 heures, et il était visiblement paralysé. Qui était invité à la réunion? Moi-même, Justin, Jimmy, Alex Sachs, Todd Black... Et je crois que c'était le premier assistant, réalisateur ou le directeur de production, je ne me souviens plus. Todd Black, qui est aussi cadre chez Sony. Vous a-t-il parlé de sa réaction à la réunion? Longuement. Vous a-t-il dit que c'était l'une des réunions les plus difficiles auxquelles il ait jamais assisté de toute sa carrière? Oui. Qu'a-t-il dit à ce sujet? C'est le fait que nous n'étions pas préparés à une telle situation, que nous pensions qu'il allait se passer autre chose, et la durée de la réunion, et il n'y a pas eu de pause, je ne crois même pas qu'il y ait eu de pause, on n'avait jamais vécu ça. Voilà donc pour l'essentiel de la déposition d'Ange Andrea Gianetti. Maintenant, il y a donc le script, avec des notes de cette même Ange. Donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Justin, je suis ravie. Un travail vraiment formidable. Merci et merci de transmettre mes remerciements à Blake. Le travail sur les personnages est particulièrement réussi, plus intéressant, plus nuancé, plus riche et plus moderne. Mes notes concernent principalement les pages écrites directement sur le brouillon. N'hésitez pas à en discuter si vous n'êtes pas d'accord ou si quelque chose n'est pas clair. Le plus important, mis à part le langage, c'est que ce texte ne ressemble pas à un film interdit aux moins de 17 ans. Les lecteurs du livre, le plus gros succès de l'année dernière, s'attendent à des scènes torrides. On ne peut pas se permettre une classification R pour le langage, ce serait une grave erreur. J'imagine que les scènes d'amour sont encore en cours d'écriture et n'ont pas encore été chorégraphiées. Finalement, ce sera à toi et à Blake de décider des détails. J'espère qu'elles seront sensuelles et adultes. Je sais qu'elles seront de bon goût, mais je vous demande aussi de penser aux moments qui se déroulent en dehors de la chambre à coucher. Des moments à la fois adultes et sensuels afin de satisfaire un public qui s'attend à un film interdit aux moins de 17 ans. Tu me diras ce que tu as prévu pour les scènes d'amour quand tu le sauras. Mais s'il te plaît, essaye de trouver le juste équilibre entre tendresse, humour et moments passionnés. Non seulement pour le public, mais aussi pour que la transition vers la partie sur les violences ne soit pas brutale. On ne passe pas d'une comédie romantique à un drame. Je te suis très reconnaissante, Ange. Alors là, ce qui est quand même très intéressant de noter, c'est que pour Ange, donc pour Sony, ce film-là ne doit pas être une rom-com, donc une petite comédie romantique pour tout public. C'est censé être un film pour adultes. Donc on insiste sur les scènes intimes, elle veut qu'elles soient plus passionnées, et là où par exemple Blake, encore une fois, n'avait rien compris au niveau du personnage, parce qu'elle n'a pas lu le livre, on en revient toujours à ça, c'est quand elle disait que Justin, pendant des scènes, il l'embrassait en mordillant sa lèvre, etc. Mais ça, ce sont des choses propres au personnage de Ryle. Et ça, si vous voulez, c'est une donnée qu'on ne peut pas jeter à la poubelle et qu'on ne peut pas prendre comme démonstration pour dire que Justin est un prédateur. Le livre de Colleen Hoover était très explicite. Je ne crois pas que j'ai le droit de vous lire des passages pour des questions de droit d'auteur. C'est bien dommage pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que je pourrais au moins vous montrer le genre de scène qu'il y a écrit
dans le livre. Après, on a vu dans la déposition de Colleen Hoover, je vous ai pas lu ce passage-là parce qu'on s'en foutait un peu, mais elle disait dans sa déposition qu'elle ne voulait pas que le film soit autant sexualisé que le livre. Or, les studios voulaient que le film soit un minimum quand même fidèle au bouquin. On ne s'attend pas à une comédie où on porte ses robes à fleurs entre copines de tout âge. Non. Ça n'est pas une rom-com d'été, comme a voulu le vendre Blake. C'était beaucoup plus adulte que ça. C'était beaucoup plus sexy et même sexuel, si je puis dire, que ça. Donc si vous voulez, Riley, il est dans son personnage. Blake ne l'est pas du tout parce qu'encore une fois, elle n'a pas compris, elle n'a pas lu, elle ne connaît pas le matériel de base. Un homme qui va devenir un mari qui frappe sa femme, qui va lui mordre la clavicule là où elle a le tatouage qui lui rappelle Atlas. Si vous voulez, ça n'est pas du tout déconnant qu'il y ait des scènes où quand il l'embrasse, il la morde, il lui mordit les lèvres. C'est complètement dans le personnage. Pour rappel aussi également, ça n'est pas Justin qui a écrit le script. C'est une scénariste dont le nom m'a échappé. Donc vous verrez dans d'autres vidéos quand je vous lirai des passages de Blake, des mails qu'elle a pu écrire à tous ses amis. Elle dit ouais, maintenant il se prend pour un écrivain. Non, ça n'est pas Justin qui a écrit le scénario. C'est une scénariste. Et Blake le sait puisqu'elle a même envoyé un mail à cette femme pour s'excuser de ce qu'elle avait sorti sur les tapis rouges quand elle avait dit que c'était son mari qui avait réécrit la scène sur le toit. Du coup, la scénariste a appris ça lors de ce passage à la télé. Blake Lively, on a le mail, elle lui dit « Excuse-moi, j'espère que tu l'as pas mal pris, j'étais dans le feu de l'action, j'étais fière, etc. » Nanana. Bref. Donc, encore une fois, si vous voulez, le souci là-dedans, c'est que Blake a accepté de jouer dans un film qui contenait des scènes intimes. Elle a posé des conditions que je vais vous lire juste après, mais elle a finalement complètement détourné la ligne directrice, si vous voulez, du film pour en faire une comédie romantique. Donc là, par exemple, on a un mail de Lizzie Talbot, qui est la coordinatrice d'intimité. Alors voici ce qu'elle envoie à Blake. « Et Blake, merci d'avoir discuté avec moi plus tôt et désolé pour le mauvais signal. » Je pense qu'elle captait pas bien. « Merci de voir ci-dessous. J'ai la vision de Justin et j'ai ajouté des clarifications sous chaque scène de S. Dis-moi avec quoi tu es à l'aise, j'ai barré ce dont on a déjà parlé. Alors, première scène d'amour, la vision. Ça doit être passionné, sexy, chorégraphié de manière à montrer un aperçu de leur dynamique de pouvoir. Elle est aux commandes, puis il prend le dessus. Deux fortes personnalités qui ne font plus qu'une. En termes de S et de ce qui est montré, on devrait voir deux corps nus dans différentes positions uniquement flatteuses et avec lesquelles Blake est à l'aise. Son choix, elle est au-dessus, lui assis et la tenant, et lui au-dessus. Tout doit être sensuel et beau, pas de mamelon. On doit pouvoir aller assez loin pour que l'orientation du travail reste en gros plan et plan 50-50. J'imagine voir un sein de profil et le galbe des fesses en gros plan, si elle est à l'aise. Il y aura un mouvement pelvien, mais pas d'orgasme, pas de sexe oral. Les mains doivent pouvoir toucher différentes parties du corps. Si Blake est à l'aise pour montrer Riley embrassant son ventre puis quittant le cadre un moment, avant de revenir sur son visage, je pense que c'est quelque chose que les femmes aimeraient voir. Mais c'est aussi acceptable de ne pas le faire car je sais que le S oral est une limite. Donc on parle de sexe oral suggéré. Et ça va un petit peu comme ça pour chaque scène. J'ai pas toutes vous les lire, mais en gros, Blake, ce qui était barré, c'est qu'elle ne voulait pas de scène de sexe oral. Donc voilà, les choses étaient posées. Par ailleurs, dans la lettre que Blake adresse pour avoir son crédit de PGA, donc son crédit de productrice officielle. Vous vous rappelez de cette histoire, hein, elle a saoulé tout le monde pour avoir des lettres de recommandation pour obtenir un crédit de productrice reconnue. Une corde de plus à son arc. Donc Wayfarer avait fini par lui faire cette lettre. D'autres personnes également lui ont fait des lettres de recommandation et elle en a écrit une elle-même pour expliquer tout ce qu'elle avait fait sur le plateau, y compris en post-production, enfin voilà, tout ce qu'elle a fait. Je vous l'ai traduit
Donc je vous le fais défiler à l'écran. Désolée pour ceux qui sont en format podcast. Mais il y a un petit passage justement qui nous intéresse par rapport à ce que je viens de vous dire. Elle écrit « J'ai insisté auprès du studio, du distributeur et du réalisateur pour faire passer la classification du film de R à PG-13 car cela représentait une opportunité de marché bien plus importante en cohérence avec le lectorat du livre. J'ai défendu l'idée que pour reproduire le succès du roman à l'écran, il fallait s'adresser à la même tranche d'âge. Le problème étant que le studio avait déjà un accord avec le distributeur pour livrer un film classé R. J'ai eu de multiples discussions avec toutes les parties pour convaincre chacun de l'opportunité collective, ce qui a abouti à l'accord général pour un film classé PG-13, comme c'est le cas aujourd'hui. Là, vous comprenez que malgré les recommandations de Sony, malgré les recommandations sur le script d'Ange, pour bien dire, c'est un film pour adultes, interdit au moins de 17 ans. Il faut quand même être cohérent avec ce que le bouquin a fourni, donc il faut aller dans ce sens-là. Blake, non, elle ne veut pas, elle se permet donc d'interférer dans une ligne artistique, dans la directive du film. Bref, elle va contre ce qui est proposé à la base avec ce film pour faire ce qu'elle veut faire parce qu'il faut que ça plaise au plus grand nombre. Donc elle veut que ça soit un film qu'on puisse regarder à partir de l'âge de 13 ans pour que ça soit, comme elle le dit, en cohérence avec le lectorat du livre. Double erreur parce que justement le souci, c'est déjà un problème si vous voulez qu'a rencontré Colleen Hoover, c'est que ces livres ne s'adressent pas à des préadolescents à cause justement du contenu explicite qu'il y a dedans. C'est quelque chose pour lequel elle s'est déjà fait remonter les bretelles. Ces livres ont été justement supprimés des bibliothèques qui étaient destinées aux jeunes parce que ça ne respectait pas cette tranche d'âge. Donc là où Sony était conscient qu'il fallait justement plus coller à la réalité du livre en l'interdisant en moins de 17 ans, Blake a fait en sorte de le rendre accessible à tous, donc en supprimant des scènes plus intimes, plus torrides, etc. Bon, au moins elle est restée cohérente là-dessus, en supprimant du coup des scènes intimes. Mais ça n'était pas son droit de le faire. Par ailleurs, dans cette lettre, tant qu'on y est, PGA, parce qu'on va dériver un peu là-dessus, parce que malheureusement, j'ai lu la déposition de Lizzie Talbot, donc la coordinatrice d'intimité. On n'apprend pas grand-chose. Beaucoup de passages ont été skippés. On les voit pas. Ce qu'on nous apprend par contre d'intéressant, et qui va encore à l'encontre de ce qu'a pu raconter Blake, quand on va pour tourner une scène intime, il y a une répétition. Or, parfois, pendant les répétitions, on se rend compte que la scène, telle qu'elle est écrite, ne colle pas en version réelle, si vous voulez. Ça va pas. C'est bien sur le papier, mais en live, ça ne marche pas. Du coup, il faut s'adapter, d'où la nécessité justement de répéter. Et Lizzie Talbot explique que ça n'a rien d'illégal. Donc, quand Blake dit qu'elle a approuvé le script tel qu'il était écrit, et qu'elle, du coup, ne cautionne pas du tout que certaines scènes aient pu être changées au fur et à mesure du tournage, que c'est inadmissible, c'est faux. Encore une fois, elle compte sur l'ignorance des personnes qui vont l'écouter pour aller dans son sens, mais c'est faux. Rien n'est gravé dans le marbre par rapport à un script. Elle a donné son accord sur ce qu'elle voulait et ne voulait pas faire à l'écran, géré avec la coordinatrice d'intimité, une mention parmi d'autres qu'elle ne voulait pas. Blake, c'était par exemple simuler du sexe oral, ou même qu'il soit suggéré, ça ne le voulait pas, par exemple. Ok, il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Mais de dire qu'il ne faut absolument rien changer au script quand on tourne une scène, c'est faux et c'est complètement irréaliste. Une scène peut changer à cause de 1001 facteurs, à cause de la lumière ce jour-là, à cause du cadrage qui finalement ne va pas, à cause de plein de choses si vous voulez. Donc c'est pour ça justement qu'il y a des ajustements qui sont faits et que c'est légal. Là-dessus, la SAG n'a rien à dire tant qu'on respecte ce qui a été dit par rapport au guide de nudité. Donc elle a accepté qu'on verrait par exemple le dos ou un sein de profil, mais pas même long. Voilà, tous ces trucs-là, tant qu'ils sont respectés, on peut naviguer dans une remise en scène d'une scène.
J'espère que je me fais comprendre. Donc même ça, si vous voulez, ça ne tient pas dans sa plainte. D'avoir dit oui, ça a changé, j'ai pas donné mon accord là-dessus. Donc voilà, on n'apprenait pas grand-chose d'autre au final avec le témoignage de Lizzie Talbot. Comme je vous dis, il a été beaucoup tronqué, beaucoup de passages sont caviardés, donc on peut pas y avoir accès. Ensuite, par rapport justement à cette lettre de la PGA, elle dit qu'elle a fait donc de nombreuses choses. Donc elle a déporté le tournage qui devait avoir lieu à Boston vers le New Jersey. Oui, c'était plus près de chez elle, vu qu'elle habite à New York. Elle dit qu'elle a veillé à faire des coupes dans le budget, qu'elle a fait appel à des créateurs, des designers, des fleuristes sur Instagram, tout ça pour s'occuper des décors, des costumes, tout ça, en faisant attention à respecter les budgets et tout. C'est faux. On le sait qu'elle a fait exploser le budget garde-robe qui avait été initialement prévu. Elle ment. Par ailleurs, elle dit aussi dans sa lettre de la PGA, j'ai personnellement visionné des centaines d'heures de casting, d'audition, etc. pour le rôle de la jeune Lily. C'est faux. Et là, en l'occurrence, je vais vous mettre l'audio qui montre que c'est bien Justin qui a fait ce boulot. Donc je vous mets la traduction. Désolé pour ceux, encore une fois, qui écoutent en podcast. Hey Blake, I hope the fitting was super successful. Thank you for sending those pictures. That was really cool. I was in the department head meeting and they came through and I was like waiting for them to load and I legit got the chills when I saw it. And you look beautiful. It's gonna work so well. Okay, I would love your genius marketing brain here, and also your EP brain. So we first of all, we got 2,600 submissions from around the country for Young Lily, which was incredible. We had a whole team of people sorting and watching, and really just anybody who vaguely resembled you and who could act a little bit made the list. I did a big callback for a few days, and we got it down. Here's the interesting embarrassment of riches predicament. So before we announced you, and probably for a couple years, Abigail Cohen was who a lot of the young fans wanted to be Lily. She looks so young, and of course that wasn't the movie that I was ever going to make or interested in making. But of course, she wants it so bad, and she's been auditioning, and she's beautiful, and she's a great actress, but really doesn't look anything like you. Her hair and her look is definitely what I was kind of modeling, what I was hoping we could achieve with the wig, which worked for you. But I really don't want anything to take us out of the movie, and so I'm vacillating here because it's also a genius marketing hack to cast her as young Lily, because then in some ways you're giving a lot of the hardcore fans what they wanted and what they didn't know they want. Both of you guys in the same film. So just from a marketing perspective, I'm definitely like, oh, I see the benefit. But then I found this young woman named Isabella Ferreira, and she's here in New York. She just graduated from Carnegie Mellon. She's a beast. And as soon as she came on the screen, when I watched it, I was like, ooh, I could see young you in her. And she's got depth, and I can tell she can do anything. And I was so excited working with her and reading her. So of course I'm torn, because the first time I'm going to see, in the reflection, the way that I'm kind of doing the flashbacks is when you show up in that first, in your bedroom the first time, and I rack focus to the reflection, it's going to be young Lily in the reflection. And we're introducing the audience to our storytelling device at that time. And seeing her in there, you will legitimately go, oh, wow, how'd they do that? Or that she looks just like Blake. Seeing Abigail there is just a bit of a suspension of belief. And so I'm going to pray and meditate on it tonight, but I wanted you to know the background before I sent you the links. They're both great. Both of them could do fantastic. Both would make the movie great for different reasons, and would love your brilliant mind.
I'd love to hear your thoughts. And generally, what I do here is I pray and I meditate, and what comes to me is the decision I go in. But I would love to hear what you think. I'm going to talk to Sony about it tomorrow as well and get their thoughts. Okay. Yeah, give me a ring or a text after you watch, whenever that is, today or tomorrow. And I'll talk to you soon. Donc voilà, elle ment. Donc si vous voulez quelqu'un qui ment autant, on est quand même en droit de se dire dans cette affaire qu'il y a un problème et on peut du coup ne pas croire aveuglément ce que dit Blake. Je rappelle encore une fois que là, ça n'est pas une question de croire la victime dans cette affaire, il faut croire une victime quand il y en a une. Et les personnes qui disent que Blake est une victime, je suis désolée personnellement, je demande à voir dans quelles circonstances précisément elle a été une victime, car je ne vois rien qui colle à ça. Je vois des malaises, des gênes, des situations dans lesquelles elle n'était peut-être pas ok, si à l'aise que ça, admettons, mais ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'elle a ressenti bien avant de tourner le film parce qu'elle venait d'avoir un bébé et qu'elle n'était pas dans sa meilleure forme physique, elle voulait maigrir, etc. Donc elle n'était pas à l'aise avec son corps et je pense que c'est pour ça également que justement elle a beaucoup restreint les scènes intimes et c'est aussi, je pense, pour ça que la garde-robe est aussi moche. Elle porte des fringues très larges, c'est pas du tout son style habituel. Là c'est des salopettes, des tenues Carhartt, des vestes XXL. Donc je pense qu'elle était très mal à l'aise avec son corps et que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu faire ce qu'on attendait d'elle sur ce film. Donc son erreur a été d'avoir accepté le rôle. Je vous passe un audio, c'est un vocal qu'elle a laissé à Justin avant le début du tournage, où elle lui dit même qu'elle le considère comme un ami, et elle lui raconte sa vie en disant oui, j'ai pas de nounou, etc. Est-ce qu'on peut décaler le tournage, s'il te plaît, parce que je bosse sur un autre film. Enfin, elle va bosser sur un film que finalement on n'a jamais vu, donc je pense que ce film n'a jamais été fait, manifestement. Hey, I hope you're so well. Just wanted to connect, just to put something on your radar. So between us, like this is so premature for me to even share this with you. All good stuff. Headline is great stuff. But I was talking to Ryan and I was like, I don't know if I should share this, but he was like, you guys have such a great trust, fill him in. But basically the movie I'm doing before, Proxy, I sat down with the director and he was great and so lovely and I'm so excited to work with him. And, we were just talking about how we have very little time to prep and, it's a lot of work. And he was like, is there any way you can get the other movie to push? Like, I just feel like I need more time. And I was like, that ship is so sailed. And, and I've been, really, really under it. I don't talk to him like I talk to you. So I haven't told him like how stressed I've been with not having a baby nurse. Still don't have one, by the way. Found someone and she was only available for like 5 days. But anyway, still don't have a baby nurse, just the idea of going back to work right away. And also the idea of like, prepping for our movie and like wanting to work out every day and all that, but yet being on set all day, every day. I'm like, what have I done? Like the only reason that I'm doing Proxy before is because I gave them my word and I wouldn't go back on that and felt like I had to make it work. But like having a week off in between, it's just a lot. It's a lot. And the closer the reality gets, the more I'm just like panicking about that. Because I'd really like to just focus on our movie. So anyway, when I saw that he was asking for more time, I was just like, I have a crazy idea, but like, what if we went in September? Like I'll do this movie with you, but like, I just feel like I need more time before I go back to work and I need more, like, shooting in April, shooting in March is just too soon after having a baby and not sleeping and wanting to be in my best shape and all that. So anyway, I'm trying to work on that, and I think that's a possibility. So I just wanted to let you know that, like, in case you wanted to go a couple weeks earlier, you're welcome to. And obviously there's selfish reasons I'm telling you this. Like, I know that our schedules are scheduled. I'm not trying to move anything. But, like, if by chance you're like, oh, my God, if I could go 2 weeks earlier, that would actually be great, then amazing. And if it is what it is, then it is what it is. But selfishly, what I would love about that is that, Ryan and I have also been really stressed about spending a month apart. And, I just,
so none of it's your problem. That's why I'm talking to you as a friend at this point more than anything. But the idea of spending all of June apart is just a lot, and the most we've ever done is less than 2 weeks. So our girls get out of school, I think I mentioned to you, on June 16th. We were going to originally go to London June 17th. But now I think with our schedule, we're not done till like June 29th or so. So, you know, selfishly, if we could go a couple weeks earlier, we could stick to our original plan and leave for London right after the girls get out of school, which would be amazing. And maybe that's like nicer for you, or maybe you're like, why are you saying this? This is like horrifying that you're mentioning us starting 2 weeks earlier. But anyway, I just wanted to mention it. But I just, you know, having until the beginning of May is really important to me, because I don't feel like I could pull it off any sooner than that. And I was really stressed. So I think that I can gracefully make this shift happen, because our director feels aligned with it. It's nothing that I could have done selfishly. But anyway, I told you in 4 minutes what I could have told you in 30 seconds. But please, again, keep this between us, because as of now, this movie's still shooting in 6 weeks, 5 weeks, whenever it is. I think it's 6 weeks. So nothing has changed, but I just sort of wanted to get your temperature on all that. Okay, cool. So nice talking to you. Not talking to you. This is so sad. This is my social interaction these days, just talking into voice memos. Okay, I hope you're well. Send my love to your family who don't know me. Take care, bye. Et donc, elle s'adresse à Justin comme à un ami, comme elle lui dit. Donc, là, si vous voulez, pour moi, ça pose un peu une espèce de dynamique, si vous voulez. Quand on regarde au tout début, avant que le film démarre, les messages que Ryan envoyait à Justin, je me ferais tatouer ta face sur le périnée si t'acceptais de repousser le tournage. Donc, c'est par rapport à la demande que fait Blake, de repousser le tournage. Déjà, ça commence bien. Blake Lively, encore une fois, le message sur sa réécriture de scène, qui en plus n'est même pas sa réécriture de scène du toit, c'est celle de Ryan. Donc même là-dessus, elle a menti depuis le début. C'est pas elle qui a écrit cette scène, c'est son mari. Bref, quand elle parle de son humour, de broyer des noix, mais sans y mettre les dents, etc., ils sont en train, elle et son mari, d'instaurer des limites qui sont repoussés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont montré qu'ils étaient assez ouverts, que c'était des gens qui prendraient pas les choses comme ça au pied de la lettre. C'est bon, quoi. C'est des gens avec qui on peut discuter de pas mal de choses, a priori. Donc, tout ce qu'il y a dans la plainte de Blake, quand elle dit oui, il nous a parlé qu'il était circoncis et tout. Bon, alors déjà, il y avait un contexte. Elle venait d'avoir un petit garçon, elle se posait la question de la circoncision devant Justin, qui lui a dit nous aussi on a des garçons et puis moi je suis circoncis, donc voilà, il a parlé de tout ça, c'est dans la plainte. Une discussion qui est retournée contre lui. Ils ont parlé d'addiction au film X, etc. On ne sait pas le contexte. Blake dit qu'il n'y en avait pas, mais on n'était pas là, on ne sait pas. Mais ça, pour vous dire que ce sont des sujets où, à mon sens, quand tu es à l'aise avec des personnes qui ont un humour un peu graveleux, donc qui ont l'air d'être assez à l'aise sur ce genre de sujet, avec qui donc tu peux discuter, je pense que ça te laisse du coup dans ta tête l'autorisation de parler un peu de tout avec eux. Ça sort pas, si vous voulez, de nulle part, à mon avis. Encore une fois, tu te dis, ils ont l'esprit ouvert. Et pour peu qu'il y en a un qui lance une discussion là-dessus, après, ça fait boule de neige où on en parle. Parce que c'est facile de reprendre tout le temps les discussions de quelqu'un et après de les remettre contre lui et de s'en servir comme justification pour une plainte. On peut faire ça avec n'importe qui, si vous voulez. Dans ces cas-là, il faut plus qu'on dise rien du tout. Il faut que notre discours soit tout le temps aseptisé, lisse et calculé. C'est horrible à vivre. Bref, toujours est-il que dans le contexte qu'on peut voir d'entrée de jeu, le genre de limite que Blake a instauré, le ressenti que moi j'ai depuis le début de cette affaire, c'est « Ok, Blake a l'air d'être une meuf ouverte, elle a l'air de bien s'accorder avec Justin, Ryan aussi apparemment. Donc ouais, certainement ça a été un tournage où ils ont pu parler de plein de choses, ont pu se confier sur plein de choses dans leur vie intime, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que finalement, Blake a décidé que c'était un problème. Je dis pas que Justin est un ange, je le connais pas. Par contre, je vois clairement
un rapport de pouvoir là-dedans qui me dérange personnellement, peu importe que ce soit un homme ou une femme, je m'en fous. Quand je vois une femme crier au harcèlement S pour un mec qui va dans son sens en disant cette tenue est sexy, alors qu'elle voulait que cette tenue soit sexy, elle le clame à tout bout de champ tout le temps, ça me pose un problème, surtout quand cette même femme se permet d'improviser une scène sur un film où elle attrape les bijoux de famille de sa costard, sans lui demander son autorisation, sans même en discuter avec lui, rien du tout. Ça n'est pas du harcèlement S, c'est une agression S. Et elle a beaucoup de chance que cet acteur n'ait pas porté plainte contre elle, parce que ça, par contre, c'est très grave. Ce geste-là, ce qu'elle a fait là, c'est très grave. Justine, dans toute la plainte qu'on peut lire de Blake, tout mis bout à bout, ça ne va même pas au même level de ce qu'elle a fait à ce mec-là. Et c'est cette même femme donc, qui était aux côtés d'Harvey Weinstein, Woody Allen et Oliver Stone, qui maintenant dit que Justine est le diable incarné et qu'elle est le nouvel étendard des féministes, alors qu'elle n'a jamais pris position pour les femmes. Elle a même traité ses costards de singes, elle a dit que Layton était dans une cage, alors que oui, Layton est né dans une prison, c'est sympa de le dire lors d'une conférence de presse, alors qu'on est affaire à une femme qui déjà à l'âge de 20 ans avait retourné tout un casting contre un homme, un jeune homme, Penn Badgley, parce qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle voulait qu'il se fasse virer. C'est bizarre, c'est exactement la même chose qu'elle a fait sur Jamais plus avec Justine. Après, finalement, elle a décidé qu'elle aimait bien Penn et du coup, elle est sortie avec lui. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? On ne sait pas. Mais on a donc affaire à une femme comme ça. Une femme qui, dans ses publicités Betty Buzz, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, sexualise à mort les hommes et les traite comme des objets. Quelqu'un qui, rappelons-le, accuse sa costard de harcèlement S, mais qui va improviser un baiser sur la bouche. Je vous remets la scène. Ce baiser n'est pas scripté, elle l'a improvisé. Je suis désolée, quand tu ne peux pas encadrer quelqu'un, que tu te sens harcelé intimement par lui, tu ne l'embrasses pas sur la bouche comme ça, alors que ça n'est pas scripté. Le seul qui a justement souligné lors d'un mail qu'il ne voulait absolument pas embrasser cette femme, du moins le moins possible, c'est Justine. Une femme qui envoie Brandon Sklenar, une fois le tournage de Jamais plus terminé. Bon, c'est son grand copain, vous me direz, hein, lui a décroché le rôle dans La femme de ménage, mais quand elle lui envoie qu'elle compte sur lui pour la promo du film, parce qu'on peut pas miser sur Justine, vu qu'il est le prédateur, hein, le mari qui bat sa femme dans le film, donc il faut compter sur Brandon Sklenar pour en faire la promo. Oui, on peut voir des photos où, je sais pas pourquoi, à chaque fois on voit les fesses de Brandon. Je sais pas ce qu'elle a avec les fesses, Blake, mais bon. Brandon donc qui montre son derrière lors de séances photos, tout ça. Elle écrit quand même à ce type qu'elle connaît depuis quelques mois, hein, juste du tournage. Je me sens comme un proxénète, mets une petite jupe Sklenar et va sur le trottoir. Elle est en train de blaguer sur le fait de l'envoyer faire le tapin pour vendre le film. Et c'est donc cette même femme-là qui voudrait nous faire croire qu'elle est offusquée quand quelqu'un lui dit que sa tenue est sexy, qu'elle est offusquée quand on parle de certains sujets un peu intimes avec elle, alors qu'on n'a pas le contexte, encore une fois, on ne sait pas pourquoi ils ont parlé de films porno, on ne sait pas. On se base que sur ses dires à elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule en fait de cette plainte. Et de plus en plus d'avocats qui ont connaissance du dossier, maintenant qu'on approche à grands pas du procès, de plus en plus d'avocats disent que cette plainte est complètement hors sol, qu'elle est ridicule. Des gênes, des ressentis qu'elle a pu avoir, mais ça c'est subjectif. Oui, peut-être, admettons, si vraiment elle l'a ressenti. Tout comme Jenny. D'ailleurs, c'est pareil, Jenny Slate, j'ai lu un texto d'elle où elle disait « Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à maintenant à quel point elle était problématique. C'est bizarre, mais le « je ne m'étais pas rendu compte » me laisse donc penser qu'elle a eu une prise de conscience. Une prise de conscience grâce à qui? Vous savez, quand je vous disais qu'on peut se monter le bourrichon à plusieurs, cette phrase-là, du texto de Jenny Slate, j'ai grandement l'impression que Blake l'a amenée à avoir cette révélation et que du coup elle se dit « Ah mais oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, ça paru bizarre, ça c'était bizarre, ça nanana. » Jenny Slate pareil, hein, qui tapait sur son ex Chris Evans. Bon, Colleen Hoover aussi qui se dit féministe, occupe-toi de ton fils déjà qui a été accusé d'harcèlement S avant de faire la morale aux autres. On devrait toujours balayer devant sa porte avant de se dire figure de quoi que ce soit. Blake Lively porte plainte pour harcèlement S, mais à aucun moment
elle n'a contacté la SAG, alors que ça aurait dû être la première chose à faire. Enfin, la première chose à faire. Dirons-nous que la première chose à faire aurait été d'effectivement en parler à Justin, à tout le monde. Ensuite, d'en parler à la SAG. C'est le syndicat des acteurs, tout ça. Elle ne l'a jamais fait. C'est quand même quelque chose aussi qu'on peut se demander pourquoi elle ne l'a pas fait. Sur les feuilles de route, vous pouvez voir à chaque fois qu'il y a un numéro de téléphone. C'est une hotline pour appeler s'il y a un problème. Jamais personne n'a composé ce numéro pour dire quoi que ce soit. Et là, dans les dépositions, par exemple, de Sony, on a Josh Greenstein qui fait un peu la lumière justement sur le plan marketing. C'était approuvé par Sony et Blake. Donc, le mauvais retour qu'elle a eu, tout le backlash qu'elle a eu par rapport à la promo, c'est de sa faute. Et à Sony qui l'a validé. Donc, elle pourrait se retourner contre Sony. Bon, elle le fait pas. Elle accuse Justin encore et toujours d'avoir fait une smear campagne contre elle. Après, pour la smear campagne, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé qui va dans ce sens-là. Et là, je suis tombée dans un autre terrier du lapin parce qu'on a Alexa Nikola qui a bien choisi son timing. Elle porte plainte contre Brian Friedman, donc l'avocat de Justin, et Melissa Nathan pour également smear campaign parce que Brian Friedman a défendu l'ex-mari d'Alexa. Et à ce moment-là, des sites ont commencé à publier des choses sur elle. Bref, du coup, elle dit qu'elle aussi, elle a subi la smear campaign. Donc elle se range du côté de Blake, alors que quand le film est sorti, elle l'avait dézingué dans une story. Bref, du coup, je me suis penchée sur cette histoire et mon Dieu, je suis tombée dans un terrier sans fin par rapport au cas Alexa Nikola. Elle jouait dans la série Zoe 101, j'ai déjà parlé d'elle. Elle avait dit qu'elle avait été harcelée par Jamie Lynn Spears quand elle était donc sur ce tournage, que Britney lui avait même crié dessus pour défendre sa petite sœur, etc. Et elle dénonce beaucoup sur le milieu, l'industrie, etc., sur ce qu'on a pu faire aux enfants, les abus, voilà. Et c'était quelqu'un, si vous voulez, que je suivais de loin parce que je trouvais son combat intéressant. Elle a participé au documentaire Quiet Set qui balançait sur Nickelodeon, pardon. Sauf qu'elle a complètement vrillé et elle est très problématique depuis 2-3 ans maintenant. Donc ça n'est pas quelqu'un, si vous voulez, que je trouve très fiable dans cette histoire. Je vous en parlerai, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une histoire, mais on se retrouve dans des trucs, les gens. Il y a plein de gens qui se retrouvent concernés dans cette histoire de près ou de loin. C'est du délire. Mais c'est intéressant. Et vous savez que moi, j'adore fouiller dans les documents judiciaires, etc. Donc là, avec l'affaire Alexa Nikola, Drake Bell également, là j'ai trouvé matière à vous faire des vidéos là-dessus. Donc ça tombe bien parce que de toute façon, ça faisait un moment que je voulais retourner dans l'univers Nickelodeon, aller déterrer un peu les saletés. Et là, c'est vrai que Alexa Nikola, je suis un peu tombée de haut quand j'ai vu tout ce que j'ai vu. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Je vous laisse là. Je suis désolée, vous savez, pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, en ce moment, j'ai des soucis de santé, je suis très fatiguée, c'est pour ça que je fais beaucoup de voix off en ce moment. Ça ne va pas durer, mais il y a des moments comme ça, des moments de creux où je suis très fatiguée. Du coup, au lieu de ne rien faire du tout et de dormir, je travaille quand même, mais du coup, je privilégie la voix off. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.